Bienvenue dans ce nouveau live de la fête de l'aviation. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux et puis jusque lundi, découvrez aussi des conférences sur des sujets très variés. N'hésitez pas à aller retrouver tout le programme sur le site fête-de-l'aviation.fr. Après Anthony qui nous a présenté son tour aérien autour de l'Europe, et d'ailleurs je vous invite dès maintenant à aller retrouver le podcast de cette vidéo sur la chaîne YouTube de la fête de l'aviation. On va maintenant partir sur un tout autre registre, un registre orientation. Et il est vrai que pendant la période de Covid, alors que tous les salons étudiants étaient fermés, cette période d'orientation n'a pas été simple, en particulier pour les plus jeunes. Et on va donc maintenant parler d'un vivier important d'emploi lorsque l'on parle des carrières de l'aéronautique. On va parler des métiers de l'aéronaval. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Buffet. Salut Pierre. Bonjour, bonjour Jean-François. Alors Pierre, pour te présenter, tu es ancien steward et on aura l'occasion aussi d'en parler en toute fin d'après-midi. Tu es également réserviste de la Marine nationale et commentateur des Marins du ciel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette fonction de réserviste et de commentateur des Marins du ciel? Alors oui, en fait, les hommes sont faits pour se rencontrer, disait Saint-Exupéry, et en se rencontrant, ils se comprennent mieux. Il s'avère que l'aviation, je la pratique depuis l'âge de 13 ans, j'ai 68 ans, et à un moment donné de ma carrière, j'ai versé dans le monde aéronautique professionnel qui était celle de métier de steward et qui m'a amené ensuite vers des fonctions à responsabilité dans les compagnies aériennes. Mais par la suite, et même auparavant, j'avais commencé à commenter les meetings aériens, notamment dans les campagnes, lorsqu'on se posait avec 2, 3 avions et qu'on partageait l'argent avec le curé du coin qui avait organisé une kermesse et qui demandait à nos avions de venir faire des baptêmes de l'air et un peu de démonstration aérienne tant qu'on y était. Et puis, en prenant le micro, il semblerait que ça ait plu au chef pilote qui m'a demandé de continuer cette activité après des démonstrations en vol que j'effectuais aussi sur planeur ou sur avion. Et puis, un plus gros organisateur est venu me chercher et c'est ainsi qu'ayant mis la main dans l'engrenage, j'ai pris les commentaires des meetings aériens un peu plus importants, jusqu'au moment où le Britair, qui était la compagnie aérienne dans laquelle j'ai travaillé, m'a happé. Pendant 10 ans, j'ai été éloigné des micros par un manque de temps, sauf que la Marine nationale, qui n'était pas très loin de Morlaix, c'est-à-dire à Landivisiau, se retrouvait avec un commentateur était en difficulté médicale et alors que tous les spectateurs étaient présents. Donc, on m'a demandé d'aller au pied levé prendre le relais. J'ai repris le micro. A priori, ça a bien plu également. Et on m'a demandé de continuer pour la marine. Et puis la marine nationale, on adore nos amis de l'armée de l'air, bien évidemment, et de l'armée de terre. On a une affection particulière pour eux deux. Mais il n'empêche que le public doit savoir qu'il y a aussi des métiers de l'aéronautique dans la marine nationale. Et à partir de là, l'amiral Touvenin m'a confié la mission de réorganiser la mise en place du matériel aéronautique naval auprès des organisateurs. Et la deuxième des choses, puisque j'avais un peu les leviers, eh bien, j'ai souhaité créer une équipe de commentateurs et de commentatrices. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je forme des jeunes à prendre le micro. Être commentateur dans un meeting aérien ou pour une organisation quelle qu'elle soit, c'est d'une part avoir envie de transmettre, la deuxième c'est d'être curieux et la troisième c'est aussi d'aimer, d'avoir une passion. Et cette passion nous amène forcément à communiquer. Et bien sûr, ce poste pourrait donner lieu à toute une conférence, puisque sur les meetings aériens, on connaît leur importance et l'interface entre les démonstrations qui se déroulent dans le ciel et le grand public. Nous allons donc parler en particulier de la Marine nationale, puisque c'est 4000 postes à pourvoir en 2021. Et finalement, rejoindre la Marine nationale, c'est bien plus que choisir un métier. On devine que c'est un engagement, que c'est vivre aussi une expérience unique. Finalement, Pierre, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'être marin? En quoi consiste devenir marin? Devenir marin, c'est un état d'esprit. Devenir marin, c'est avoir la capacité de résilience, c'est-à-dire être dans la capacité d'être seul face à une situation et d'être dans une équipe
face à cette situation. Autrement dit, il faut avoir le mental pour pouvoir être capable d'agir, mais également la capacité à travailler en équipe. On sait que sur un bateau, sur une base aérienne, on est forcément seul à son poste et du reste même, le poste prime sur le grade. Ça veut dire que la fonction prend la priorité sur le grade, mais en contrepartie, si le grade existe pour justement diriger, manager, eh bien, c'est aussi dans un état d'esprit d'équipe. Et on sait que sur un bateau ou sur une base aérienne, du reste comme dans une compagnie aérienne, si on est seul à faire son travail, c'est bien, mais on sait qu'on ne le fait pas que pour soi, on le fait aussi pour les autres, pour un ensemble. L'aéronaval, en fait, c'est pour parler aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est la branche aéronautique, en fait, de la Marine nationale. On connaît bien l'armée de l'air, on connaît bien aussi l'aviation légère de l'armée de terre, mais il faut quand même bien reconnaître que poser un Rafale sur une toute petite piste sur un porte-avions, c'est quand même très, très atypique. Il y a quand même une excellence aussi qui est là et un réel savoir-faire. Alors, chacun sur Terre a sa place. Chacun sur Terre a capacité à avoir une fonction. On est plus doué pour un domaine que pour un autre, et c'est à chacun justement d'aller trouver le domaine dans lequel on est capable d'exceller ou de se faire ou d'apporter quelque chose à l'entreprise. Et puis, c'est à chacun également de ne pas avoir des rêves inaccessibles, mais d'avoir à faire vivre ses rêves en essayant de savoir s'ils sont accessibles. Alors, effectivement, on a dans la Marine nationale des composantes. Dans la Marine nationale, on sait qu'il y a des bateaux. Et puis, on sait qu'en 1923, il y a un monsieur qui s'appelle Paul Test et qui a été l'homme qui a posé pour la première fois un avion sur une plateforme aménagée sommairement sur un bateau qu'on avait transformé. Ça a été le début de l'aéronautique navale embarquée parce que l'aéronautique navale est la plus ancienne des composantes aéronautiques puisqu'en 1910, elle a été créée. Et puis, les moyens humains et matériels ont été nécessaires, se sont développés au fur et à mesure des besoins. Et on s'est rendu compte que des pilotes étaient plus aptes que d'autres à aller poser sur une plateforme relativement étroite, petite, courte, des avions qui vont de plus en plus vite. Et aujourd'hui, on a des avions tels le Rafale ou le Hawkeye. Le Hawkeye étant l'équivalent d'un petit avion de ligne avec un radar au-dessus, un énorme rotodome, ou un Rafale qui approche aussi à 200-220 km/h et qui va se poser en moins de 50 mètres. Donc, il y a forcément une aptitude à le faire, et cette aptitude, elle correspond aux capacités cognitives de l'être humain, mais on peut être aussi marin du ciel en étant sur des avions de patrouille maritime, on va le voir du reste au fur et à mesure, et puis on peut être également navigant sans forcément être pilote. J'en parle d'autant plus que j'ai été effectivement steward, que j'avais la capacité peut-être de devenir pilote, mais que ce n'était pas mon souhait. Mon souhait, c'était de communiquer, de rencontrer des gens, et quand on est seul devant avec un autre collègue, eh bien, ça n'était pas mon épanouissement. Donc, chacun doit trouver son épanouissement dans le domaine, et toutes les carrières de la marine, et Dieu sait si elles sont nombreuses, eh bien, vont apporter l'épanouissement à chacun, et on s'apercevra qu'un boulanger qui est sur le Charles de Gaulle et qui est un passionné d'avion, eh bien, peut très bien toucher les Rafales, puisqu'en fait, il est au contact même des Rafales, parmi les 1950 personnes qui composent ce porte-avions de 260 mètres de long, 70 mètres de large, et dans lequel on emporte 11 ponts, 11 étages, avec 45 000 tonnes transportées. Alors évidemment, les métiers sont très larges puisqu'il y a bien sûr ceux qui vont être à bord des avions et qui vont les piloter. Il y a aussi tous les métiers de soutien, de protection. J'aimerais d'abord qu'on parle un petit peu aux personnes qui souhaiteraient devenir pilote puisque c'est peut-être le métier qui nous vient immédiatement à l'esprit lorsque l'on parle de l'aviation marine. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents cursus pour devenir pilote au sein de la Marine nationale? Alors, il y a deux vecteurs, c'est-à-dire deux chemins pour accéder au poste de pilote. Il y a un chemin qui est la voie royale, comme on dit, qui est l'école navale. L'école navale, ça veut dire qu'on se destine non pas à effectuer toute sa vie le même métier, mais on se destine à aller vers la direction de l'aéronautique, enfin de l'aéronautique, disons, de la marine. On rentre dans l'école navale d'abord pour être marin.
Ensuite, en fonction de ses aptitudes et de ses capacités intellectuelles, de son positionnement également, il y a un choix qui peut être fait, soit être de sous-marinier, surfacier, ou être dans l'aéronautique navale. Ça veut dire qu'au bout de 3 ans, les gens sortent ingénieurs et une fois qu'ils ont le diplôme d'ingénieur, on les amène à la formation de pilote qui va demander encore 2 ans. Et donc, au bout de 5 à 6 ans, ils sont opérationnels à bord des avions et ils termineront une carrière, s'ils le désirent, à des postes élevés, hein, qui peuvent être capitaine de corvette, de frégate ou amiral, simplement, ou de vaisseau et puis après amiral. Et puis, ce sont des carrières qui également sont multiples parce que s'ils sont pilotes, ils sont également marins. Ça veut dire que indifféremment, ils peuvent commander un bateau comme ils peuvent piloter un avion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on peut rentrer parce qu'on a un bac littéraire, uniquement un bac littéraire. Il n'y a pas besoin de faire maths sup, maths spé pour être pilote dans l'aéronautique navale. Et il y a un tas de gens qui sont capables de vous le prouver parce qu'ils sont eux-mêmes pilotes de Rafale, parce qu'ils sont pilotes d'Atlantique 2, parce qu'ils sont pilotes de Falcon 50 et ils ont un bac littéraire. Et ensuite, une fois qu'ils ont passé un concours, ils rentrent dans cette dans cette arme. Et à partir de là, ils vont suivre un tronc commun avec notamment l'armée de l'air, on en parlait, pour une formation de base. C'est-à-dire qu'il y a une sélection qui est faite à Lanvéoc-Poulmic, ça se trouve en face de Brest, c'est auprès de l'école navale. Et là, il y a une entité qui est la 50S, une escadrille, qui est là pour non pas apprendre aux gens à piloter, mais pour sélectionner par le pilotage les personnes qui ont passé tous les filtres qui leur permettent d'accéder à la sélection au vol. La sélection au sol va se passer par des tests psychotechniques qui vont être à Toulon. Pour cela, il faut aller rencontrer les CIRPA, qui sont les centres d'information que vous avez pratiquement dans chaque grande ville principale de France, et dans lesquels les marins vont vous expliquer quels sont les tests à passer, quels sont les documents à remplir. Une fois que vous avez satisfait ces tests, eh bien, il y a la visite médicale qui est aussi rédhibitoire. Vous intégrez cette unité de sélection et en vol, la sélection va être rude. Alors pourquoi va-t-elle être rude? Eh bien, tout simplement parce que le jour où vous serez en opération, en mission de guerre, il n'y aura pas derrière quelqu'un qui sera là pour vous épauler. Et donc, on va savoir jusqu'où vous êtes capable de vous assumer, d'être en résilience et d'assurer seul des informations que vous avez acquises et restituées dans l'instant. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans ce petit avion qui se trouve à Lanvéoc-Poulmic, on vous explique que la vitesse de décollage sera, on va dire, de 180 km/h ou 181 km/h, que la puissance sera de, je sais pas, 2500 ou 2650 tours, que sur une telle longueur de distance de décollage que vous avez calculé au préalable, eh bien, il faudra tirer sur le manche, monter avec une assiette de tant de degrés, et puis arriver à telle altitude, eh bien, vous aurez telle action à faire, couper la pompe à essence, rentrer des volets, faire un virage de 20 degrés sur la droite. Au fur et à mesure de vos formations, en l'espace, on va dire, de 25 heures, les jeunes sont capables de voler seuls dans un avion qui n'est pas si simple, qui est le Cap 10, mais également de faire aussi de la voltige aérienne de base. Ça veut dire qu'en très peu d'heures, la personne qui a su décoller l'avion, parce qu'on le lui a enseigné, on le lui rappellera jamais, ou quasiment. Parce que le but des instructeurs n'est pas de bouler les gens, c'est-à-dire n'est pas de les sélectionner brutalement, mais vraiment d'aller au fond pour aller voir et trouver les ressources que chacun des candidats va apporter. Et à partir de là, dans cette présélection, il y a une orientation qui va être faite. Cette orientation va amener les gens à travailler en équipage, parce qu'ils ont un mental à travailler en équipage, ou ils ont un mental à être seuls et à travailler seuls, donc d'être dans un chasseur. Même s'ils travaillent en équipe, ils sont à bord de leur avion autonomes. Et puis, il y a aussi des métiers qui vont être plus liés à la gestion de la recherche dans les avions. Et donc, quelqu'un qui passe une sélection de pilotes, on va peut-être le réorienter sur d'autres métiers qui vont être les Danae, qui vont être les EALE, qui vont être toutes ces personnes qui, derrière les pilotes, eh bien, vont aller rechercher les sous-marins, vont aller détecter, vont aller communiquer, vont naviguer, vont utiliser des radars, vont utiliser des treuils. Et donc, avec cela, on aura des navigants,
parce qu'ils ont les capacités d'être navigants, mais pas dans la fonction de pilote. Ça ne veut pas dire que parallèlement, dans le plaisir, dans l'aéroclub, eh bien, ils ne seront pas pilotes également. Merci Pierre. Alors on a parlé de la partie navigant, Hein. en particulier donc des pilotes et des navigateurs qui se retrouvent à bord des machines telles que l'Atlantique 2, puisque la Marine nationale c'est toute une variété de machines, que ce soit les chasseurs, que ce soit ces avions de détection, l'Atlantique 2, le Hawkeye, mais également les drones aussi. Mm. Euh, mais évidemment, un avion sans technicien au sol ne vole pas. Et je pense en particulier à tous les mécaniciens qui s'affairent à réparer, à maintenir en condition opérationnelle ces machines. Est-ce que l'on peut devenir mécanicien dans la Marine nationale? Alors, deux choses. La Marine nationale, si on parle de la marine en elle-même, la Marine nationale ouvre ses portes au métier de la marine et donc permet à des jeunes qui sont en rupture scolaire et qui n'ont pas le BEPC et qui ont entre 16 et 18 ans d'intégrer l'école des Mousses. Cette école des Mousses, il y en a deux, il y en a une à Cherbourg, il y en a une à Brest. Et l'école des Mousses va permettre à des jeunes d'acquérir une manière de vivre, d'acquérir également un métier. Ces métiers, ils vont, au bout de 2 ans, peut-être quitter l'école et aller dans le civil en tant que marin, qu'ils soient marins-pêcheurs ou qu'ils soient marins sur des cargos ou sur d'autres bateaux, des vraquiers, ce que l'on veut. Et donc, avec leur métier, ils vont avoir une carrière. La deuxième des choses, quand on est mousse et qu'on a 16 ans, on peut rester dans la marine nationale et cette marine nationale est un ascenseur social à tous les niveaux. J'ai eu le plaisir de rencontrer la semaine dernière à Landivisio un contrôleur aérien qui a commencé à l'école des Mousses et qui a passé les examens les uns derrière les autres. Aujourd'hui, il est contrôleur aérien. On peut être mécanicien après avoir commencé également par l'école des Mousses, mais on peut très bien avoir un métier qui va nous permettre d'évoluer et de changer peut-être même de domaine. Quand on est mécanicien, on peut être généraliste, on appelle ça des porteurs, et on peut avoir une spécialité qui est motoriste ou qui va être instrument de bord, qui va être électronicien. Et à partir de là, ces métiers vont être des passerelles pour d'autres métiers. Donc, il n'y a pas quelque chose de figé si la personne a décidé d'ouvrir des livres, d'étudier et de passer des concours. Et il arrive même que des jeunes qui sont rentrés donc dans la marine terminent en ayant fait l'école de guerre, c'est-à-dire terminent officier supérieur en ayant fait l'école de guerre alors qu'ils ont commencé tout en bas, on va dire, de l'échelle dite sociale. Tout le monde trouve sa place dans la Marine nationale, mais vraiment tout le monde, sans exception. Et donc, il y a des milliers de postes. Alors, quand on parle des navigants, on parlait des pilotes, évidemment, mais on parle également du personnel de technicien de l'aéronautique navale. Et puis, il y a les officiers mariniers. Et ces officiers mariniers, ils ont des spécialités. Ils sont donc derrière les pilotes. Ils sont ce qu'on appelle les DASBO, c'est-à-dire les détecteurs anti-sous-marins de bord, que ce soit dans les hélicoptères ou que ce soit dans les ATL2, comme tu viens de dire, Jean-François. Les DNAE également, qui sont détecteurs navigateurs aériens, on les a dans les Falcon 50, on les a dans les hélicoptères, les Caïmans, et puis on les a aussi dans les ATL2. Il y a les GetBo qui sont la guerre électronique, transmission de bord, on les retrouve aussi dans les 3 machines, et on a les EALE qui sont les hélicoptéristes de l'aéronautique navale. L'hélicoptère dans l'aéronautique navale n'est plus comme dans le temps, et je tiens à souligner ce trait énorme, où dans le temps, bah écoute, tu n'es pas capable d'être pilote de chasse, tu termineras pilote d'hélicoptère. C'est devenu totalement obsolète, ça n'a plus rien à voir avec ce qui était il y a encore une dizaine d'années. Les pilotes d'hélicoptère dans un Caïman sont à l'équivalent de pilotes de ligne dans un Airbus A350. Si vous avez la curiosité d'aller voir un poste de pilotage d'un hélicoptère aujourd'hui, c'est un concentré de technologie absolument incroyable. Derrière, la personne qui est en charge justement de détecter les sous-marins ou d'aller faire de la recherche pour porter secours à des gens, eh bien, ce sont des hauts techniciens également qui utilisent de la très haute technologie. Donc, on n'a plus rien à voir. La marine, en l'espace de 10 ans, a vraiment changé et on le voit puisque les hélicoptères relativement, on va dire, qui font partie de l'histoire de l'aviation, notamment les Alouettes, eh bien, l'année prochaine, elles sont destinées à disparaître. Non pas parce qu'elles ne sont pas aujourd'hui encore opérationnelles, on va le voir notamment sur les porte-avions, où là, un hélicoptère est en permanence
en vol dès lors qu'on va faire des catapultages ou des appontages. Pourquoi? Parce que si un des avions se rate quelque part, eh bien, il va falloir aller récupérer peut-être le pilote dans l'eau. Et cet hélicoptère, c'est un hélicoptère qui est en surveillance pour sauver des humains, hein, sauver le pilote. Et cette mission, c'est la mission SAR, mais qui n'est pas Alors, c'est pas une aussi. mission SAR, c'est une mission, en fait, cette mission sur le porte-avions, on l'appelle Pedro. Alors, pourquoi on l'appelle Pedro? Tout simplement parce que un pilote américain un jour va se ditcher, c'est-à-dire qu'il se pose dans la mer, et en se posant dans la mer, comme par hasard, il y avait un hélicoptère, un Fairchild Healer, qui était juste à côté, avec un pilote qui était d'origine mexicaine et dont le prénom était Pedro. Et il va se mettre au ras de l'eau, il va sortir le pilote de l'eau, et le pilote donc est sauvé par cet hélicoptère. Et par la suite, tout le monde dira, mais ça n'est pas possible, quelle chance tu as eu d'avoir un Pedro à tes côtés. Et donc cette mission sur le porte-avions, c'est avant tous les catapultages d'hélicoptères décolle, se met en parallèle du porte-avions et va rester pendant tout le temps du catapultage. Une fois que les catapultages sont finis, l'hélicoptère vient se reposer et lorsqu'il y a des ramassages, donc des appontages, eh bien l'hélicoptère se met en vol, se met en parallèle du bateau, vole à la même vitesse, des fois on le voit, il descend dessous le pont, il remonte. Voilà, il est en surveillance permanente parce que si un des avions, dans son décollage ou son appontage, eh bien le brin vient à casser, ça a été le cas notamment aux États-Unis où la crosse a cassé, eh bien l'avion qu'on croyait arrêter, finalement, n'avait plus assez de vitesse pour reprendre le décollage, il s'est terminé dans l'eau. Eh bien là, l'hélicoptère est intervenu immédiatement à récupérer le pilote et l'a sauvé. Voilà. Donc ça, c'est une mission Pedro. Et puis, il y a d'autres missions qui sont des missions SAR, effectivement, qu'on appelle Search and Rescue, qui sont des missions qui vont être dédiées au service de l'État. Et le service de l'État, c'est sur 3 bases. Il y a Hyères, il y a La Rochelle, il y a Cherbourg. Et on a des hélicoptères qui sont présents pour aller porter secours aux marins ou à toute personne qui se retrouve au-dessus de la mer et qui a besoin d'être secouru immédiatement. Ces hélicoptères ont une portée assez importante et les équipages vont se retrouver pendant une semaine en équipage constitué. Alors, ils vont faire la nourriture, ils vont faire les courses, ils nettoient l'hélicoptère, ils l'entretiennent, ils font la mécanique, ils font tout en autonome, comme s'ils étaient en fait sur une base, mais totalement autonomes. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais des gens qui sont capables, en tant que marin, d'être autonomes, mais en même temps dans une équipe, eh bien là, on le retrouve et ça trouve tout son sens que de dire cela. Et cet hélicoptère, eh bien, va être, lui, affilié à cette base. L'équipage, toutes les semaines, va changer. Et cet équipage, il vient de différents endroits où là, justement, on avait quelqu'un qui était à Landivisiau, qui était à Hyères. Eh bien, il va être affecté à cette flottille pour cette mission spécifique. Des missions différentes à chaque fois. Et je tiens à le dire aussi, il est rare les métiers dans lesquels on peut prétendre tourner autour du monde. Il est rare les métiers dans lesquels on peut changer également de fonction et il est rare les métiers où on a un ascenseur social aussi important qu'on trouve dans la Marine nationale. Et le maître mot, c'est évidemment polyvalence pour toutes ces professions. On a parlé bien sûr des métiers qui sont peut-être plus sur le devant de la scène, les métiers de navigants, les métiers de la technique liés à l'aéronautique, mais je pense aussi à tous ces métiers que l'on pourrait qualifier de soutien. Oui. Et savoir que, par exemple, il y a des boulangers sur le Charles de Gaulle, ça donne quand même une vraie perspective pour les personnes qui, par exemple, sont cuistots et souhaiteraient, par exemple, aussi intégrer la branche aéronavale. Alors, toujours dans le domaine de l'anecdote, sachez que les seules mutineries qui ont eu lieu dans la marine, qu'elles soient françaises, anglaises, américaines ou autres, n'ont été déclenchées que par la mauvaise nourriture. On pouvait traiter pratiquement les équipages, pas en esclaves, mais pas loin du temps des rois. Aujourd'hui, on a une marine qui est connectée, c'est-à-dire que quand on n'est pas en mission ou en cas de guerre, eh bien, on est capable tous les jours de pouvoir, par Internet, par visio, discuter avec sa famille, ses amis. On est donc aujourd'hui en lien complet avec la Terre. Ça, c'est très important. Sauf bien sûr quand on est en mission où là, on est le plus discret possible et on éteint tout ce qui est système communication. Ça, c'est clair. Mais ça fait partie du métier aussi, il faut quand même l'admettre. Être cuistot à bord d'un bateau, d'un sous-marin ou d'un porte-avions, c'est un poste pratiquement clé
parce qu'on s'apercevra que lorsqu'on part dans un sous-marin, il y a de la nourriture absolument partout, y compris même sous notre matelas. On a des canettes de bière, on a des, pas de bière, pardon, mais des canettes de soda, de jus de fruits, parce que l'alcool aujourd'hui n'est interdite sur le lieu de travail, donc on n'en a plus à bord des bateaux, il faut le savoir aussi. La deuxième des choses, c'est que la nourriture fait partie de l'ambiance du bord. Et l'ambiance du bord, quand on mange bien, on n'a qu'une envie, c'est de partir au travail en ayant eu le plaisir d'avoir l'impression d'être chez soi. Ça, c'est très important. Les gens qui ne sont pas navigants, Jean-François, vous en avez parlé, on a notamment donc les officiers qui sont les COA, qui sont les responsables de la préparation des missions, parce qu'un avion, effectivement, et tu l'as fort bien dit, un avion ne vole jamais seul, et quand il part pour faire une mission, il faut qu'il y ait des gens au sol. Et ces gens au sol vont être ceux qui vont être les préparateurs. Préparateurs tant pour le matériel, que ce soit les combinaisons de vol, que ce soit les gants, que ce soit les masques à oxygène, les bouteilles à oxygène, que ce soit les plans de vol, que ce soit le contrôle aérien ou la discussion avec les autres États. Il faut savoir que lorsque le Charles de Gaulle catapulte ou ramasse des avions, il est sur une aire, c'est-à-dire qu'il avance, et il avance à une vitesse d'environ 1000 km par jour. Dès lors qu'il se met face au vent, qu'il avance et qu'il y a des soucis techniques pour les avions qui sont en vol, et que cela retarde les appontages, le bateau continuant son avance va arriver dans les eaux territoriales d'un pays. Or, si on y rentre avec un bateau de guerre, c'est une déclaration de guerre. Donc, le but pour le commandant, c'est de négocier tout de suite et par l'intermédiaire des diplomates, eh bien, il va y avoir une négociation. Est-ce que vous nous autorisez à continuer notre trajet? Et si le pays en question nous répond bien sûr, allez-y, il n'y a aucun problème, on sait que vous n'êtes pas belligérant, eh bien, pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une heure, il va continuer et ensuite il ressortira des eaux territoriales. Il y a donc des gens au sol qui sont là pour cela. Il y a donc toute une activité et on va le voir, ils ne sont pas tous sur les bases, ils sont aussi dans les ministères, ces marins sont dans les ministères, sont également dans les ambassades, sont également un peu répartis sur l'ensemble du monde, car il faut se rappeler une chose, c'est que la France est le deuxième pays au monde à posséder la plus grande surface maritime au monde. Ça veut dire que les milliers d'îles que nous avons, que ce soit les atolls ou les îles, qu'elles soient réparties dans l'océan Indien, qu'elles soient réparties en Atlantique, qu'elles soient réparties en Méditerranée ou ailleurs, eh bien, toutes ces îles sont autant de surfaces maritimes qui sont exploitables sur la mer, dans la mer et sous la mer. Et puis, les officiers qu'on a vus responsables de la préparation des missions, il y a des contrôleurs aériens, on en a parlé tout à l'heure. On a les officiers également qui sont dans 3 spécialités, notamment on parlait de l'avionique tout à l'heure. On parle des porteurs qui sont les mécaniciens et qui sont les chevilles ouvrières de ce qui fait qu'un avion vole, et qui sont également les comptables qu'on appelle les contrôleurs aéros, c'est-à-dire ceux qui vont vérifier le travail qui a été fait et qui vont préparer le travail à faire. Et puis, dans les équipages, eh bien, il y a le personnel du pont d'envol qui, lui, fait partie peut-être des gens qui étaient mousses et qui sont venus sur son pont d'envol et qui ont une spécialité, c'est de travailler dans un environnement extrêmement étroit, extrêmement bruyant, extrêmement venteux parce que le bateau avance à 30 km/h, il a un vent d'environ 30 km/h de face, c'est-à-dire qu'au minimum, on a 60 km/h de vent en permanence sur le pont d'envol. Tout cela dans le bruit des réacteurs et tout ça dans des mouvements qui se font sur des espaces très étroits où chacun, en tant que musicien, va travailler sous l'égide d'un chef d'orchestre et chaque être humain sur le porte-avions, on voit une belle photo de vous derrière du porte-avions, on voit un homme habillé en vert, un autre en bleu, un autre en jaune, et chacun visuellement a une fonction. Et le directeur du pont d'envol, qu'on appelle le chien jaune, que tout le monde connaît sous le nom du chien jaune, eh bien c'est lui qui va servir de chef d'orchestre et qui dira à une petite guérite qui est rétractable et qui, elle, sort du pont d'envol, j'autorise l'avion au décollage parce que tout est parfait. Et à ce moment-là, à l'intérieur de cette guérite, il y a une femme et un homme, ou 2 femmes, ou 2 hommes, et ils vont déclencher la catapulte qui va lancer l'avion et qui va le propulser hors de ce bateau. Ça veut dire que vous avez 21 ans. Vous avez entre vos mains entre 50 et 250 millions de dollars. Vous avez entre vos mains beaucoup plus quand on parle de l'humain ou des humains qui se trouvent à bord des avions. Et donc, quand on a un âge de 19 à 25, 30, 40 ans où on a en charge des responsabilités aussi énormes,
Si on ne peut pas dire que la Marine nationale n'est pas un métier de responsabilité, alors je crois qu'il faut arrêter. Voilà. Donc, quand on est après dans le civil et qu'on est, parce qu'un jour on quitte peut-être la marine pour X raisons, eh bien, on va retrouver dans le civil des collègues et on va travailler sur des avions civils en tant que mécanicien. Quand on a une formation militaire, c'est un plus parce qu'on sait qu'il y a une rigueur, parce que les missions ne permettent pas du tout d'aléas. Et c'est peut-être pour ça que, non pas forcément qu'à cause des militaires, mais on a eu aussi la manière de travailler qu'on retrouve dans le civil et qui est issue ou du civil ou du militaire, parce que les deux communiquent, les deux aujourd'hui ont les mêmes procédures de travail, les deux ont les mêmes procédures de navigation aérienne, les deux ont les mêmes procédures d'instruction et de formation, et des formations qui sont permanentes. Et l'année dernière, juste pour pas l'année dernière, en 2018, 3,5 milliards de passagers transportés, zéro accident. Zéro. Et dans la marine, ça a été pareil, ça a été des millions d'heures de vol qui ont été réalisées, zéro accident. Voilà. Donc, on a affaire à des métiers d'exception qui ne sont pas faits pour des gens exceptionnels. Des gens, ils sont tous normaux, ils sont tous des humains qui ont étudié, qui ont été gamins, qui au bord de la piste se sont dit « ça c'est pas pour moi, c'est fait pour un être hors norme ». Et en fait, ces mêmes pilotes, on les retrouve dans les meetings aériens en démonstration à bord des Falcon 50 ou des Rafales. Et ce sont les mêmes qui nous disent, moi j'en ai rêvé, et finalement, ben, j'ai passé les concours, j'ai été reçu. Moi j'ai passé le concours, je n'ai pas été reçu pilote, mais je suis devenu navigateur à l'arrière de l'avion. Je vole tous les jours ou tous les 2 jours. Je suis un homme heureux. Et je travaille aux 4 coins du monde. Je suis en mission à Dakar, à Nouméa, à Papeete. Je vais aux Antilles. Je traverse l'Atlantique avec un avion triréacteur. Je fais de la plongée sous-marine parce que je suis plongeur à bord des hélicoptères de la Marine nationale, parce que je vais aller chercher les naufragés et je vais plonger moi-même. Il y a 1001 métiers qui sont tous plus passionnants les uns que les autres. Et si vous avez l'occasion de rencontrer des gens du CIRPA, allez les voir. Pour la bonne raison, c'est qu'ils vous expliqueront leur métier avec une passion et vous allez découvrir dans leurs yeux que ça brille. Pierre, évidemment, le temps galope à Oui. une vitesse incroyable. J'aimerais que l'on parle, pour aborder un dernier point, de ces personnes qui à la fois cumulent un emploi dans le civil, mais qui également veulent donner un petit peu de leur temps pour l'institution, pour la Marine nationale. Tu en fais partie, c'est les personnes que l'on appelle les réservistes. Et puis également pour les jeunes qui souhaiteraient simplement aller goûter l'espace de leurs vacances qu'est le monde de la Marine nationale, il existe toutes ces préparations militaires marines. J'aimerais que tu nous en dises un mot, Pierre. Alors, les jeunes qui veulent découvrir un métier ont 2 possibilités. Soit ils font une préparation marin, et donc une préparation militaire marine, le PPM, et la PMM, pardon, et ils vont être en uniforme de marin, ils vont avoir à apprendre tous les rudiments et ils vont découvrir un monde qui est chargé de tradition. S'il y a bien une arme qui est la plus chargée de tradition au monde, c'est la marine. D'abord parce que la marine, elle date depuis que l'homme s'est à peu près flotté sur l'eau, et l'aviation a repris tous les codes et tous les termes de la marine. C'est-à-dire qu'on a un mix entre l'aéronautique et les marins. La préparation militaire marine, c'est un premier jet. La deuxième, c'est d'avoir des contrats parce que vous avez fait une préparation ou une formation à la communication, à l'informatique. Eh bien, vous pouvez signer un contrat de 1 an pendant lequel vous allez être marin et peut-être même embarqué sur les bateaux. Et pendant 1 an, vous allez découvrir et vous allez peut-être avec le RH, le responsable des ressources humaines, eh bien, décider de renouveler votre contrat et d'aller plus loin dans la démarche et ensuite peut-être de même faire une carrière dedans. Et puis, quand vous êtes civil, parce que vous êtes directeur d'entreprise, parce que vous êtes intéressé par la marine, eh bien, il y a une cooptation qui s'installe et cette cooptation, elle n'est faite qu'à la condition, c'est que la marine puisse avoir puisse utiliser vos ressources. J'explique. Moi, j'étais commentateur. On m'a demandé, et j'étais aussi un peu organisateur dans certains domaines, donc on m'a demandé de réorganiser l'espace de la marine pour l'attribution du matériel selon les demandes des organisateurs de meetings aériens. C'était dans mes cordes, je l'ai fait. Et puis, former des jeunes commentateurs, c'est aussi a priori quelque chose qui me va bien.
Donc, j'apporte à la marine. Dès lors que ma mission sera terminée, je n'aurai plus lieu d'être dans cette marine et donc, du coup, on m'enlèvera mes galons, on m'enlèvera, voilà, et je retournerai, entre guillemets, à la vie civile, mais j'aurai connu les embarquements parce que j'aurai eu la capacité aussi d'embarquer. Là, je vais embarquer tout prochainement et au mois de février, je pars aussi pour un mois sur différents bateaux, que ce soit les porte-avions, que ce soit les frégates ou les patrouilleurs maritimes, que ce soit en océan Indien ou en Méditerranée ou en Atlantique. Et donc, c'est découvrir le métier des autres pour peut-être mieux en parler. Et puis, il y a le réserviste opérationnel qui, lui, va être la personne qu'on va utiliser un certain nombre de jours dans l'année et on va utiliser ses compétences. Ça peut être un atomicien, ça peut être un chercheur, ça peut être un peintre, ça peut être toutes les personnes qui vont faire rayonner d'une part la marine, mais également apporter une autre, une valeur ajoutée à la marine de manière ponctuelle. Donc, adressez-vous au CIRFA, ils vous donneront les informations. Et puis, on sait bien qu'il y a toujours moyen de nous communiquer. Pense à cette connu. Il y a le numéro de téléphone que les gens peuvent utiliser. Et puis, il y a peut-être des sites Internet aussi. Enfin, il y a du Facebook, il y a tout ça. Voilà les réseaux sociaux. Oui, N'hésitez tout pas. à fait. Pour le site, donc n'hésitez pas à aller sur êtremarin.fr, vous trouverez toutes les informations. Pour clôturer cet entretien, Pierre, j'aimerais te poser quelques petites questions très rapides. L'idée est de répondre en un mot, une petite phrase, pas plus. Je n'ai aucun diplôme, est-ce que je peux m'engager dans la marine? Oui, 16 ans, 18 ans. Les femmes ont-elles accès au même métier que les hommes dans la marine nationale pour certaines spécialités? Oui, depuis peu, depuis 2 ans et demi maintenant, les femmes ont accès aux sous-marins. Le sous-marin, c'est un monde fermé, un monde dans lequel on est sur 80 mètres de long, 80 bonhommes. On a à peu près, on va dire, un mètre carré chacun. Et donc, il y a une proximité qui est énorme. On est dans l'économie de l'eau parce qu'il y a besoin d'utiliser cette eau pour le réacteur. Donc, on va se laver très peu ou pas souvent. On est vraiment dans des missions de proximité. Et mettre hommes et femmes ensemble, c'était pas une interdiction, c'était compliqué, tout simplement. Aujourd'hui, dans les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ce sont des engins qui sont très longs. Le confort est de plus en plus important. On le voit notamment dans le Barracuda, qui est le nouveau sous-marin. Je ne dirais pas qu'il y a une chambre pratiquement par marin, mais pas loin. Donc, on a affaire à un confort qui permet aujourd'hui d'accéder aux femmes d'accéder au mixte, on va dire, d'accéder. Soit on fait un équipage entièrement féminin, ce qui n'est pas incompatible. On a du reste une commandante qui est responsable qui est la patronne, la pacha de la base de l'enveloppe poulmique. On a son adjointe qui est une femme et on a la responsable des opérations aériennes qui est également une femme. Et on a quelqu'un à la communication qui est une femme. Donc on voit que sur les bases, aujourd'hui, on a des gens à des postes clés qui sont des femmes et ça ne choque absolument personne. Je peux vous assurer que vraiment, tout le monde s'en fiche complètement. Simplement, c'est une manière aussi de se respecter et donc quand on est homme et femme, eh bien, la promiscuité est toujours compliquée. Et une dernière question enfin, qu'est-ce qui pourrait me faire préférer la marine nationale en comparaison aux autres armées, par exemple? Une spécificité que tu vois qui ne ressort pas dans les autres armées? Tourner autour du monde. Tourner autour du monde. L'armée de terre également le fait, mais peut-être plus également avec leurs hélicoptères dans les forces spéciales. Il n'y a pas besoin d'être dans les forces spéciales pour être muté à Papeete ou pour être à Fort-de-France sur un bateau, à Pointe-à-Pitre. Non, voilà, on peut tourner autour du monde. Et puis l'ascenseur social. Alors ça, c'est très important. Il n'y a pas de plafond de verre. Il n'existe pas de plafond de verre. Tout être humain rentrant en bas de l'échelle dans la marine peut terminer très très haut. On a un exemple, il s'appelle Ramon Josa. Ramon Josa, c'est la figure de l'aéronautique navale. Il a commencé, je résume, dans la soute à charbon des bateaux et il a terminé patron de tout un secteur de l'aéronautique navale. Et non seulement il a terminé comme ça, mais dans le civil, il a été consultant pour les catapultes du Charles de Gaulle et il est consultant aujourd'hui pour les nouveaux porte-avions qui vont sortir. Voilà. Tourner autour du monde avec la Marine nationale, ce sera donc le mot de la fin. N'hésitez pas à aller sur le site etmarin.fr pour retrouver toutes les carrières de la Marine nationale. C'est plus de 4000 postes à pourvoir cette année, à tout Alors, niveau dans la d'ailleurs. marine nationale,
C'est dans la marine nationale, 4000 postes. Par contre, dans l'aéronautique navale, on est 4500 marins. Et sur les 4500 marins, il y a une répartition qui est un peu, on va dire, qui est un petit peu plus courte, puisqu'on a 300 marins de l'aéronautique navale qui sont intégrés chaque année. C'est noté Pierre, et puis Pierre, on se retrouvera aussi cet après-midi pour ta présentation du métier de steward dans un tout autre univers. Voilà, merci de nous avoir suivis, et puis la journée continue, la fête de l'aviation continue jusqu'à lundi. N'hésitez pas à retrouver toutes les plateformes partenaires, n'hésitez pas aussi à aller voilà, sur les aérodromes, à découvrir les machines qui nous permettent de découvrir la troisième dimension. À bientôt, Pierre.